Gawen, bienvenue dans Graffiti. Pour ce présent numéro, il sera largement question de littérature et de poésie. Pour cela, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir les écrivains Cécile Paluzinski et Claire Barret. Cécile Paluzinski, bienvenue à Berbère Télévision. Merci. Je t'en prie. Claire Barret aussi, bienvenue dans le Graffiti, bienvenue à Berbère Télévision. Merci beaucoup. Je t'en prie. On commence la discussion avec toi, Claire. Et donc, tu viens de publier un roman exquis et profond qui s'appelle Baudelaire, Le diable et moi, aux éditions Robert Laffont. Alors, c'est quoi ce livre? Alors, ce livre, oui. Donc c'est un roman qui raconte, on va dire, l'histoire d'une jeune femme, une jeune Parisienne, qui est assez dépressive. Enfin, elle transporte une sorte de spleen. Elle se sent inadaptée au monde dans lequel elle vit. Elle ne rêve que de poésie et des poètes du 19e siècle et du début du 20e siècle. Et cette jeune femme, dans ses déambulations, rencontre une sorte de démon qui lui propose de signer un pacte avec le diable. Donc le diable ressemble à Oscar Wilde. Et il lui donne une sorte de briquet bizarre en lui disant d'inhaler. Et là, ce briquet, donc, quand elle inhale, lui permet de faire des voyages dans le passé à la rencontre des poètes qu'elle aime et qu'elle s'amuse à séduire. Et elle partage avec eux des moments comme ça. C'est tout un programme, en tout cas c'est très bien écrit. Hein. Et au départ, cette jeune Clara, parisienne, a envie de se suicider carrément. Oui, elle est vraiment... Elle a mal. Oui, elle est dépressive. Je pense qu'elle n'arrive pas à aimer la vie. Oui. Voilà. Pour moi, c'est un roman un peu de rédemption, c'est-à-dire qui part de l'ombre et qui, petit à petit, en passant même par une mort symbolique, arrive vers la lumière et lui permet finalement, au travers de son amour du passé, qui est tellement fort et tellement présent qu'elle n'arrive pas à aimer le présent, elle arrive finalement à enlever ses bagages et à en garder juste la quintessence qui lui permet d'avoir trouvé un sens à sa vie et d'apprendre à aimer la vie et à aimer même son siècle, qu'elle ne connaît pas, qu'elle n'aime pas et qui lui semble complètement étranger à elle au début du roman. Et puis il y a ce désir d'écrire, hein, parce que au départ, elle travaillait, mais son travail ne la passionne pas. Tout à fait. Et tout à coup, elle dit j'arrête tout et je me mets à écrire un roman. Voilà, je pense que c'est un livre sur l'écriture aussi, sur l'inspiration, sur le processus créatif. Donc aussi bien ses muses, on peut imaginer que ce sont des espèces de fantômes qui l'inspirent à la base. Et oui, son désir profond, c'est d'écrire, c'est ce qu'elle a toujours voulu faire, elle n'a jamais osé le faire. Et tout d'un coup, de rencontrer ces grands hommes du passé, ça lui redonne cette espèce de flamme et cette espèce de désir. Et genre, le roman est en deux parties. Donc dans la première partie, on est plutôt dans ses voyages dans le passé. Et dans la deuxième partie, en fait, il y a une muse qui s'installe chez elle dans son petit studio de 14 mètres carrés. Et cette muse surgit du passé, c'est Charles Baudelaire. Et à deux, comme ils sont liés par un pacte, ils essayent d'écrire une œuvre. Très bien, on va y revenir. Hein. Cécile Paluzinski, donc tu as écrit des romans, tu es aussi dans un vaste programme dans le livre audio jeunesse. Hein. C'est ce qui te passionne aujourd'hui? C'est là où tu actives le plus? Alors, le vaste programme livre audio, en fait, c'était plus l'idée de fédérer les éditeurs de livres audio francophones pour faire découvrir une autre porte d'accès à la littérature. Alors, l'idée première, c'était auprès des jeunes, des adolescents, de se dire, quand il y a une perte du goût de lire, comment peut-on les ramener au texte autrement qu'à travers la lecture silencieuse? Et effectivement, on a des textes magnifiques portés par des voix de comédiens. Et on a mis en place un certain nombre d'actions, une nuit du livre audio, des interventions en lycée, pour offrir cette autre possibilité d'accès. Et toutes ces activités, c'est à travers toute la France? Alors, on a des activités qui sont spécifiquement en Alsace. Et puis après, on a un grand prix du livre audio, un prix littéraire du livre audio, qui est remis chaque année au Centre national du livre.
et qui est remis par un jury avec des personnalités qui viennent de D'accord. Paris et d'ailleurs. Bien sûr. Et un prix du public, parce que l'objectif c'était aussi de faire découvrir en fait au public des extraits de livres audio et de les amener à redécouvrir cette forme de lecture qu'on a un peu oubliée, qui était pourtant la forme de lecture première, la lecture à voix haute. C'est vrai, c'est la C'est plus ça. ancienne, effectivement. C'est ça. Tu as raison de le rappeler, on l'oublie souvent. Et toi-même, donc, tu as un livre audio jeunesse, L'épopée de Noé, c'est ça? Oui, Mais ce livre, il existait avant donc qu'il soit en audio ou bien il a été fait en audio directement? non, il y avait d'abord un livre papier, en fait c'est un album CD, Oui, et après l'écriture de ce livre, comme c'était un parcours initiatique avec un petit garçon qui rencontrait plusieurs personnages, moi j'ai eu envie, j'avais déjà eu une expérience avant, bien de sûr. de le proposer aussi en audio. Et puis en plus, il y a tout un voyage dans la brousse, alors avec tout ce que ça permet d'exploration de musique, de sonorité et de projection du coup de l'enfant qui lit dans un univers qui est fait et de mots et d'images et de sons. Enfin, il y a vraiment cette idée, enfin, moi, qui me tient à cœur autour du livre audio, qui est de décloisonner les champs de la création et puis de passer, enfin on va parler des correspondances, mais du coup Bah oui, bien de sûr, passer bien sûr. On parlera d'un de champ à plein l'autre, hein. de belles choses. Et avant cela, tu publies aussi un recueil de poésie incessamment, de nouvelles. Voilà, c'est ça. Donc fin mars, effectivement, j'ai un Apocalypse entre deux eaux, qui est un recueil de... Apocalypse entre deux eaux, Oui, c'est ça? oui, c'est Chez ça. quel éditeur, si tu peux Alors nous le dire? c'est une maison d'édition toute nouvelle qui éditait Oui. en fait un magazine photo qui s'appelle Corridor Éléphant D'accord. et qui là lance voilà, une collection de collection. littérature et notamment de nouvelles. Ce qui était très bien parce qu'en termes de poésie et de nouvelles, c'est parfois un peu difficile de trouver des éditeurs qui prennent le risque éditorial de ce type de format. C'est vrai, format. la nouvelle n'a pas vraiment sa place en France jusqu'à Non. aujourd'hui. Et malheureusement, on a essayé d'avoir une saison littéraire pour la nouvelle Oui. qui serait le printemps, mais ça n'a pas beaucoup marché. Moi, j'ai tendance à penser qu'avec les nouveaux formats, notamment numériques, c'est peut-être des formats qui vont se développer parce que le format court est peut-être plus approprié C'est vrai. à une lecture sur vrai. tablette plus courte. C'est Enfin, vrai. Et donc, dans l'une des nouvelles, il est question aussi de Baudelaire. C'est ça. Oui, curieusement, on en parlait tout à l'heure. Curieusement, mais bah voilà. La première nouvelle, Le c'est hasard fait Absinthe. bien La les choses. correspondance, le lien est là. C'est ça, Voilà. voilà. Et puis, il faut croire qu'on a été marqué, toute une génération, mais je pense que c'est encore le cas maintenant, par Bien de sûr. grandes figures qui nous suivent, puisque finalement, les uns et les autres, on en est imprégnés, on a envie d'aller à la rencontre et de faire des bonds dans le passé pour... voir un Et petit tu peu. parlais de l'insuccès, entre guillemets, des poètes d'aujourd'hui, hein, peut-être du manque d'audience, mais Baudelaire, à son époque aussi, il n'a pas bien vécu, n'est-ce pas? C'était un génie, Oui. mais il ne l'a pas bien vécu quand même. Mhm. C'est ce qui est quand même incroyable, une telle poésie, Oui, n'est-ce pas? Oui, C'est bah, vrai. il a vécu surtout avec ses traductions d'Edgar Poe, Mm. Avec, Voilà, avec tous ses articles de journalistes, voilà, de critiques journalistes, critiques littéraires, d'art, d'art bien surtout. sûr. Oui. Et non, par contre, c'est vrai qu'il a il a vécu un peu dans dans la misère plutôt. Et son recueil a été à la fois aimé, mais aussi beaucoup détruit. Ben oui, il a eu des accusé. problèmes avec problèmes la avec la justice, justice. n'est-ce pas? Et d'ailleurs, dans ton livre, quand Baudelaire, tu le fais revenir et qu'il s'aperçoit qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Bukowski, Charles Bukowski, n'est-ce pas? Et il dit, comment se fait-il ce type? Il dit n'importe quoi et moi pour rien du tout, vous m'accusez de plein de Exactement. choses. Voilà, que lui, on l'a traîné devant la justice, alors que de nos jours, on peut écrire à peu près tout et n'importe quoi avec une provocation grandissante. Et lui, et à la fois, il trouve ça génial. Mais bien sûr, il aime Qu'on ça, ait c'est cette clair. liberté de ton, et en même temps en se disant quelle injustice à mon époque d'avoir été traîné dans la boue pour si peu. Est-ce que c'était si peu? Je ne sais pas, parce que je pense qu'il a fait bouger les choses. Il a fait Grâce bouger à ses les lignes, poèmes. ça c'est une évidence. Mais ton livre, ce n'est pas seulement, c'est un grand hommage à la poésie, mais il est plein de questionnements aussi. Hein. Tu écris ceci par exemple, comment font-ils les autres pour supporter l'absurdité du monde? Ça c'est un peu au départ Ouais. du livre, quoi. Oui. Il y a plein de choses hein, qui nous interpellent. Oui, moi j'avais envie d'interroger
justement ce rapport de l'amour à la vie qui n'est pas forcément évident pour tout le monde à Bien la base, sûr. particulièrement je trouve au moment de l'adolescence, qui est un moment critique. Alors, le personnage n'est pas tout à fait adolescent, elle a 25 ans, donc elle est passée, on va dire, à une phase après, mais où elle se dit quand même, qu'est-ce que j'ai fait de mes rêves d'enfant, qu'est-ce que j'ai fait de mes rêves d'adolescence, quel est le chemin que je suis en train de suivre, et est-ce que ce chemin correspond vraiment au désir que j'avais, en fait, au désir de vie que j'ai pu avoir, au rêve de vie que j'ai pu avoir quand j'étais enfant. Et elle se dit que non, et donc c'est cette espèce d'écart, de découverte de cette espèce de principe de réalité, où elle a l'impression que la réalité est pauvre et grise par rapport aux rêves qu'elle a pu avoir, aux rêves qu'elle continue à avoir, ou à son univers fantasmatique. Bien sûr. Et c'est ça qui crée cette espèce de dépression. Et je pense que, ce que j'espère, c'est que à la fin, le cheminement fait qu'elle arrive à comprendre que ce qui est beau, c'est maintenant. C'est la vie telle qu'elle est là, ensemble, aujourd'hui, on se parle, on communique. Et c'est ça qui est beau, en fait. C'est cet instant-là qui, après, bien sûr, quand on revoit le chemin passé, c'est ces instants-là dont on se rappelle. Et que la nostalgie ne doit pas être un frein. Au contraire, ça doit... Bien au contraire. Cécile, tu écris de la belle poésie, même si tu n'as pas encore publié de poésie, mais j'espère que tu le feras. Et qu'est-ce qui t'inspire dans tes poésies en général, Cécile Paluzinski? La poésie, enfin, je pense que c'est mon écriture du quotidien, enfin, mon écriture intime. C'est vrai qu'on est dans une construction tout à fait différente enfin, du roman ou du livre jeunesse. Et on parlait tout à l'heure de l'instant et des moments qu'on traverse. Enfin, tout ça, moi, ça passe par la poésie. Je trouve que finalement, c'est un super remède, la poésie, pour plein de choses. Et que si tout le monde se mettait à prendre la plume pour écrire ou pour lire de la poésie, il y aurait certainement moins de médicaments. C'est vrai? Ben, je pense qu'il y aurait moins d'antidépresseurs. Moi, je crois beaucoup au pouvoir curatif de la littérature, des mots, de l'évasion dans des mondes riches de promesses, de leçons. Enfin, j'aime pas le mot de leçon, mais d'expériences. Oui. Et je crois que c'est un vrai support au quotidien. Tu ne veux pas être une donneuse de leçons, mais peut-être que tu le vois à travers le livre audio, justement. Peut-être que le livre audio aide vraiment les gens quand ils écoutent. Oui, oui. Alors, il y a une chose aussi que je trouve assez intéressante avec le livre audio, c'est que ça me renvoie aussi à une notion d'enfance, enfin, ces lectures partagées avec les parents quand on est petit, donc c'est l'espèce de Madeleine de Proust. Oui. Et puis aussi, si on va encore plus loin en arrière, on imagine ces soirées au coin du feu avec toute une génération, enfin le grand-père, les parents, les petits-enfants, tous regroupés. Enfin, cette notion aussi de lecture collective, on est dans un retour à l'humanité, à un partage, moi je trouve qui est extrêmement intéressant. Surtout aujourd'hui, on est tous un peu individualistes, à courir après le temps, après je ne sais pas. Ça c'est vrai, voilà. ça c'est vrai. Donc la culture pourrait un peu aider les uns et les autres à se sentir mieux, à être plus humains. Ah, certainement, je pense que ça ouvre des perspectives et une compréhension du monde qui aide au quotidien. Enfin, bien sûr. On a toutes les lectures qu'on peut faire, ça rajoute finalement à tout un tas de dimensions et d'expériences qu'on vit de façon, enfin par procuration finalement, quasiment, et qui ouvre, je trouve, et son regard et ses perspectives. C'est un peu ta quête personnelle. Tu as fait du commerce, tu es diplômée de l'Institut supérieur du commerce de Paris. Oui. Et puis, tu prends un autre chemin, c'est ça? Non, en fait, c'était pour faire plaisir à mes parents. C'est vrai. Non, mais l'écriture a toujours été présente dans ma vie. Oui. Et au-delà de l'écriture aussi, l'art, depuis toute petite, et la peinture et l'écriture, ça a toujours fait partie de mon quotidien. Alors après, je pense que j'ai été rattrapée par des choses très pragmatiques, genre il faut gagner son salaire dans sa vie et que la culture, c'est pas le chemin le plus simple, mais en même temps, c'est un chemin riche et au final, je pense qu'il permet de trouver un équilibre, moi que j'aurais pas trouvé sans, je pense. Voilà. On y reviendra et je pose une question à Claire Barré, donc, qui vient de publier Baudelaire, Le Diable et moi aux éditions Robert Laffont. Alors, quels sont les poètes auxquels tu rends hommage dans ce livre? Alors, il y a Baudelaire, d'où le titre du livre, mais il n'y a pas que lui. Non, il n'y a pas que Baudelaire. J'ai voulu, moi, écrire un livre qui donnait envie de relire et de lire les poètes. Et donc, dans les poètes, en tout cas, que le personnage rencontre, il y a Baudelaire, bien sûr, mais il y a aussi Roger Gilbert-Lecomte, qui est un poète du début du XXe siècle, assez méconnu, même si Gallimard vient de republier un florilège de ses textes il y a très peu de temps.
Et elle rencontre aussi Verlaine et Rimbaud. Bah oui, bien sûr. Voilà. Et Gérard de Nerval. Et je pense qu'à travers aussi le livre, il y a des citations, il y a de beaucoup d'autres poètes, mais aussi des auteurs parfois plus contemporains, quand elle essaye de faire découvrir la littérature moderne. Mais ce qui est très intéressant dans ton livre, c'est que tu racontes des histoires vraies qui sont en rapport avec ces poètes. Donc, on se cultive aussi à travers ton livre. Hein. Tu nous dis, par exemple, le rapport de Roger Gilbert-Lecomte avec les surréalistes. Oui. C'est des histoires véridiques, ah oui, ça. Bien sûr, tout à fait. Enfin, disons que moi, je suis partie des faits, parce que ce sont des gens vraiment que j'adore, et donc j'ai beaucoup lu sur eux. Et à l'intérieur des faits historiques, je me suis amusée à glisser de la fiction et de manière amusante, en tout cas. Toi aussi, tu t'es amusé, parfois tu t'es amusé à modifier un peu cette histoire. Hein. C'est comme Rimbaud qui est, à un moment donné, tué par un coup de revolver, alors que tout le monde connaît que ce n'est pas vrai, ça. Oui, mais voilà, moi je me suis amusée en fait avec justement cette héroïne qui traverse le temps, qui provoque quand même des catastrophes, entre autres la mort de Rimbaud. Voilà. Mais du coup, elle revient en arrière et elle répare ses erreurs. Elle arrange tout ça. Voilà, l'histoire littéraire est sauve et Rimbaud ne meurt pas, en tout cas pas à ce moment-là, bien heureusement. D'accord. Et je me suis amusée avec ça. J'ai trouvé ça très c'est drôle. Très bien et j'espère que les lecteurs vont s'en amuser aussi. Hein. Bon. Alors Cécile, toi tu as écrit aussi des romans et je commence par le premier, C'est un cas. C'est publié aux éditions Artis Folio, c'est ça? Alors c'est quoi ce roman? En fait, c'est inspiré d'une expérience personnelle. Oui. J'ai travaillé pendant 10 ans dans l'art contemporain et avec une jeune artiste qui avait des difficultés, on va dire, de communication. Voilà. Et donc, du coup, j'ai pu vivre au quotidien le regard pas toujours sympathique et positif que les gens pouvaient poser sur elle, le regard sur la différence, et qui m'a beaucoup marquée, d'où ce roman finalement qui est pas autobiographique, mais qui est quand même très inspiré par cette rencontre. Par une réalité, par cette rencontre, mais c'est ça le roman aussi. Oui, hein, le roman, oui, ça s'ancre aussi dans le réel. Les romanciers se racontent leurs proches. Il y a de l'imagination, mais il y a toujours beaucoup de vrai dans un roman, n'est-ce pas? Tout à fait. Oui, il y a un ancrage fort dans le réel. Je pense que c'est aussi ce qui déclenche à un moment donné l'envie du roman. Ce sont des rencontres, des choses qui nous ont bousculés et qui fait qu'à un moment donné, on a envie de s'emparer d'une histoire et de faire passer ces moments d'émotion. Voilà. Et tu as privilégié à un moment de ta vie le rapport entre la littérature et la peinture. C'est parce que tu as fait l'école du Louvre? La peinture a toujours été très présente dans ma vie et les passerelles entre les deux, c'est quelque chose qui pour moi est important. C'est tout à fait naturel pour toi. Oui, c'est naturel. Et puis j'avais eu l'occasion, on parlait tout à l'heure de cet artiste, d'écrire sa monographie. Tu peux nous dire, oui, tu as fait cette monographie de Flore Sigrist, c'est ça? Voilà, c'est ça. Oui. Et à l'époque, elle fait toujours ce type de toile, elle fait des grandes toiles abstraites. Et la difficulté, c'était de se dire quel mot poser finalement sur ces toiles. Sans trahir finalement et son œuvre et surtout l'artiste. Je trouve que c'est un exercice finalement même de critique d'art qui est assez difficile. Poser des mots à la place du créateur, c'est assez compliqué et encore plus quand c'est de l'art abstrait. Où là je trouve que ce qui parle avant tout, on est dans un rapport d'émotion, on a les tripes qui sont bousculées, etc. Et je trouve que la forme littéraire qui s'y prêtait la mieux était la poésie. Et c'est vrai que ces passerelles entre l'image et le texte, je trouve qu'il y a des choses extrêmement riches. Et on revient toujours à ce qu'on disait tout à l'heure. Oui, qu'est-ce qu'on disait alors? Cet thème des correspondances. Et je pense aussi, les poètes ont croisé beaucoup les artistes. Il y a eu des rencontres extrêmement riches. Donc je pense qu'il y a des dialogues vraiment intéressants. Les arts se nourrissent entre eux. C'est ça. Aussi beaucoup. Tout à fait. Oui, c'est vrai. Et je reviens à Claire Barré. Alors, tu écris dans ton livre, page 19, « Les êtres humains ont tendance à admirer les puissants, particulièrement quand ils se montrent cruels. » C'est très vrai, mais ça ne donne pas beaucoup d'espoir, alors. Moi, j'ai toujours de l'espoir, au final. Après, ça ne m'empêche pas de voir les choses et de les décrire avec peut-être un peu d'ironie. À mon avis, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais c'est vrai que très souvent, on se dit, mais pourquoi? Est-ce que ce sont les personnes qui, finalement, sont très affirmées dans leur personnalité, mais assez odieux et assez injustes? Pourquoi ce sont ceux-là qui
enfin que les autres le laissent Et d'ailleurs, gagner. en filigrane, tu racontes un peu, par exemple, les rapports professionnels dans les grandes villes, comme à Paris. C'est des rapports souvent assez difficiles. Oui, ben moi j'ai travaillé en effet Les gens sur se la... compliquent la vie pour des choses qui ne sont pas très importantes dans bien Oui. des cas. C'est vrai. Moi, je trouve qu'on passe parfois à côté justement de l'essentiel. Et cette idée d'être confronté à un monde du travail assez industrialisé, froid, efficace, mais sans âme, Oui, quand on a un besoin d'âme, pour moi, la poésie, c'est ça. Et l'art, c'est ça. C'est cette espèce de chose impalpable, cette espèce d'aura qu'on porte en nous, qui nous nourrit, qui grandit comme un arbre avec des bourgeons et des fleurs. Et c'est pas ça qu'on nous demande, en fait. En tant qu'artiste, la plupart du temps, c'est plutôt de faire des petits objets bien lisses, faciles à vendre. Et on ne nous demande pas forcément d'exprimer quelque chose. en tout cas, il y a aussi des moments dans ton livre où tu dis la face inverse, hein. Je me permets de lire un petit extrait, page 14. Alors tu écris, c'est un beau passage, hein. Les seuls abris fiables sont les forteresses extérieures, celles qu'on bâtit avec la sueur de l'âme et le sel des années, celles qu'on cisèle avec patience et endurance, celles qui seules recèlent les trésors de l'humanité. Oui, moi je crois en ça. Moi je crois en la puissance en fait de ce qu'on va appeler peut-être la tour d'ivoire, c'est-à-dire cet endroit où on est à l'intérieur de soi-même avec les choses qu'on aime, les choses qui nous ont fait grandir. Et après, l'idée bien sûr est de ne pas rester bloqué et figé à l'intérieur de ça, et puis de transmettre, de rencontrer, de partager, parce que finalement c'est ça qui est beau et c'est ça qui continue à nourrir cette espèce d'état intérieur qui est la richesse, oui, pour moi, de l'homme. C'est aussi ça, c'est tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a aimé et qui tout d'un coup a forgé cette tour intérieure bien ouverte sûr. si possible sur les autres. Oui, tout à fait. Cécile, cette quête donc de l'humanité est assez présente dans ta démarche, bien sûr. Elle est liée dans Morphée, par exemple, ce deuxième roman donc, que tu publies aux éditions Chirographaire, c'est ça? Oui, en fait, je crois qu'elle est présente dans tous mes livres quasiment. Enfin, pour rejoindre ce qui était dit tout à l'heure, en dépit de la, on va dire, de la grisaille et de la morosité ambiante, moi je continue à avoir envie d'avoir foi en l'humanité et se dire surtout qu'il y a des petites recettes toutes simples qui peuvent être mises en œuvre pour avancer positivement et générer de l'échange et des choses positives autour de soi. Et je crois qu'à l'arrivée de mes enfants, ça m'a donné encore plus envie d'aller vers ça en disant il y a un chemin possible et un chemin avec de la lumière en perspective. Et pour les enfants aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a envie de leur transmettre? C'est une vaste question, bien sûr. Ce qu'on a envie de leur transmettre, moi je pense, on parlait de culture tout à l'heure, Oui, moi je crois que réellement tout ce qu'on peut trouver de talent, que ce soit l'écriture ou la musique, on peut explorer tout un tas de choses, il me semble que c'est fondamental pour arriver à se construire et à être bien dans la vie, dans la durée. Et quand on regarde le système éducatif, moi j'ai un peu de regret, c'est qu'il y ait tout un tas d'enfants qui n'aient pas toujours accès à ça, qui n'aient pas la possibilité de découvrir, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, ce qui nourrit intérieurement, qui permet de se construire, de s'enrichir et de partager aussi, d'être libre. Oui, parce que pour en revenir à l'idée de la tour d'ivoire, Oui. je crois que c'est aussi ces moments préservés où à un moment donné, on s'empare de mots, on s'empare de notes et on crée son univers et il en sort quelque chose de positif. C'est très bien dit. On fait juste une petite pause et on revient au débat. On revient donc au débat avec les écrivains Claire Barré et Cécile Paluzinski. Donc Cécile, on disait qu'on pouvait quand même transmettre de belles choses aux nouvelles générations et donc tu regrettais que la culture, la poésie probablement ne soit pas accessible à tout le monde. Est-ce qu'il y a lieu de faire, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire en général aujourd'hui? Je pense que de façon générale, je pense qu'il est important dans un parcours éducatif Oui. Que les enfants, quel que soit le lieu où ils se trouvent, puissent expérimenter. Alors ça peut être à travers des ateliers d'écriture, des ateliers de peinture, Oui, les choses bien sont sûr. vastes. Et en tout cas, se découvrir à un moment un talent, ou si ce n'est pas un talent, un lieu de paix et d'expression possible. Et on est un peu dans une course, je trouve, à la compétitivité,
à la surenchère. Enfin, on le Cela voit avec la n'aide sanction pas via les notes, beaucoup. par exemple. Et je pense Avec quoi? avec la sanction par les notes et puis Oui. cette espèce de compétition effrénée. Et on prend plus toujours le temps de se poser, de savoir où on a envie d'aller. Enfin, la question du sens aussi qu'on donne aux choses. Et je trouve que c'est difficile, par exemple, pour les adolescents aujourd'hui de se projeter dans, Oui, bien sûr, dans le futur. bien Est-ce sûr. qu'ils ont réellement les cartes pour se poser les bonnes questions et savoir qui ils sont et ce qu'ils ont envie de faire c'est pas Oui, simple. à l'avenir, bien Oui. sûr. Et peut-être même qu'ils n'ont pas déjà le bagage pour se questionner. Oui, effectivement, Peut-être que la nous, question du nous langage. les aidons pas beaucoup aussi. Oui, enfin, je pense que le pouvoir de la littérature et de la culture est aussi là. C'est que je crois que pour avoir une compréhension du monde et une compréhension de l'autre, on peut en parler très largement Bien aujourd'hui, sûr, la première clé, c'est la richesse et de son langage c'est et vrai. l'accès à des nuances et à Bien une sûr. compréhension du monde. Oui, Donc, c'est vrai. C'est vrai. On va y revenir. Et donc, je reviens au livre de Claire Barré, hein, qui a trouvé quand même de belles formules, hein, entre autres, cette trouvaille, femme libre, toujours tu chériras la mer. Comme l'amertume, voilà. Ah, comme Elle l'amertume, apostrophe, voilà. elle apostrophe. Ah, bien sûr, il faut bien le dire, Il faut oui. le préciser. Oui, Ah, tu pastiches Baudelaire, bien sûr, mais c'est bien trouvé. oui. C'est En même répété temps, moi, plusieurs fois dans le livre. je n'y crois pas. Oui, c'est un tatouage qu'elle se fait. Oui. Mais après, moi, je ne me serais pas fait un tatouage aussi déprimant. Ah, Car peut-être que je pense que non, c'est l'amertume. poétique en tout cas. oui. L'amertume, alors dans ce cas-là, ce serait l'amertume du sel de la mer, mais qui donne cette liberté finalement et qui ne reste pas de l'amertume. Oui. Et donc, toujours dans ce livre, la narratrice, elle, je disais tout à l'heure, elle veut écrire un roman, mais bon, ce n'est pas toujours facile. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment elle arrive enfin à écrire le bouquin? Alors, en effet, c'est un cheminement compliqué, Voilà. complexe. Elle est donc seule dans cet appartement avec Baudelaire qui la tyrannise, qui est quand même Voilà. assez odieux avec elle, Bah oui, et qui en même temps est gourmand. Lui, il veut absolument découvrir le monde contemporain qui, elle, ne l'intéresse absolument pas. Elle comprend même pas pourquoi il a envie de savoir ce qui s'est passé depuis qu'il est mort. Et à deux, ils essayent de construire une œuvre, et puis finalement, c'est beaucoup plus compliqué que prévu. Ils ne tombent que face à des obstacles, ils n'arrivent pas à trouver ni d'éditeur, ni quoi que ce soit. La poésie, n'en parlons pas, ils essayent de publier des poèmes et on leur renvoie en leur disant que ça n'a aucun intérêt, alors qu'ils ont bien sûr été écrits par Baudelaire, puisque c'est lui qui incroyable dicte. quand même. C'est incroyable. Et Même si on a eu des exemples concrets de l'époque contemporaine, hein, Oui. de livres qui ont été publiés et qui ont été refusés par les mêmes éditeurs. exactement. Voilà, Ouais. je ne vais pas citer les noms de Eh oui. ces C'est- stars Voilà. médiatiques, Oui. mais les exemples existent, Les n'est-ce exemples pas? existent parce que l'idée, c'est qu'en fait, on vous donne un peu votre chance souvent quand vous existez déjà, quand vous avez déjà une Voilà. étiquette, quand vous avez déjà un personnage. Et là, après, ça vous donne une espèce de liberté, mais il faut déjà avoir une espèce de C'est un de peu comme cadre. les banques qui ne prêtent qu'aux riches. Exactement. C'est même exactement ça. C'est je crois. exactement ça. hein. Voilà. Mais quand même, la narratrice, Clara, elle a quand même une copine qui la soutient, Nouchka. Oui. Elle partage avec elle l'amour de l'art, le Oui. vertige de Vertige l'existentiel. existentielle. Oui, alors ça c'est un personnage moi qui me touche beaucoup parce qu'il est inspiré par une de mes amies bien sûr. Comme justement Cécile disait tout à l'heure, je crois qu'on écrit avec les choses qui dans la vie Bien nous ont sûr. touchés, nous ont bouleversés, nous ont révoltés. Et oui, c'est vrai que cette amitié pour moi était importante et d'avoir justement ce chemin aussi. À un moment, elle s'éloigne et puis elle se retrouve et surtout que Nouchka est une folle adoratrice de Baudelaire et au moment où elle se... mais au départ, voilà. quand elle lui raconte les histoires, elle ne veut pas croire. Elle y croit pas. Elle Non, n'y elle y croit croit pas, quand même. Elle lui dit, Elle se dit tu que es son dans amie le est en train de délire, quand devenir même, folle. voilà. Ce qui peut se comprendre de son point Mais de bien vue. sûr. C'est assez logique. Mais bien sûr. Je reviens à Cécile. Alors, il y a un thème qui t'est cher aussi, c'est celui de la quête de l'identité. Alors, tu peux nous dire un mot alors sur cette quête de l'identité? Déjà, c'est une vaste question parce que Ah qu'est-ce bah qu'on oui, met elle est derrière, très vaste, bien sûr. derrière l'identité. Mais enfin, entre autres, je pense que cette quête de l'identité, moi, elle vient aussi par mon parcours personnel. Oui, tu peux nous dire, hein, peut-être oui. même de ta famille. Hein, tu peux Bah, tout j'ai nous une dire, maman si qui est tu née veux. au Vietnam, j'ai un Bah, papa qui a vécu longuement au Maroc, dont il dit toujours que c'est son pays Voilà, de qui cœur. connaît très bien le monde berbère, m'as-tu dit? Voilà, bien sûr. qui parlait aussi arabe en étant blond comme moi. Enfin,
Et puis j'ai des origines aussi polonaises, avec des questionnements sur ma religion. Enfin, tout ça crée un espèce voilà, de fond qui fait que la question effectivement de l'identité... mais les identités peuvent être complémentaires et peuvent dialoguer aussi en paix, bien sûr, contrairement à ce qu'on pense, n'est-ce pas? Ah, complètement. Et ça, c'est quelque chose, moi, qui me tient vraiment à cœur dans ma démarche, on va dire, de création, et notamment d'écriture. Et je travaille assez souvent avec des gens de cultures différentes, notamment dans l'illustration. On parlait de l'épopée de Noé tout à l'heure. En fait, il a été illustré par deux illustratrices, une illustratrice iranienne et puis une illustratrice d'origine polonaise mariée avec un Indien. Donc on explore le monde entier y est. Mais c'est ça. Et je trouve que c'est riche d'un point de vue créatif et riche d'échanges. Là, on travaille aussi sur un projet qui s'appelle Nord-Sud, où l'idée est de revisiter les symboles à travers le monde, parce que je pense qu'en dépit de tout, on oublie quand même qu'il y a on va dire presque une âme universelle, qu'il y a un fond universel, quoi qu'il arrive, et qui fait qu'on est humain, enfin j'espère. Oh, je pense. Voilà. Oui, mais peut-être c'est cette quête humanitaire, humaniste, qui peut nous sauver tous. Oui. C'est pour ça que je disais, les identités, elles peuvent être plurielles, mais elles sont enrichissantes les unes les autres. Oui, voilà. Je pense que ce sont des dialogues. Voilà. Et on apprend de l'autre, on voit aussi qu'il y a des choses en commun et puis des choses qui nous différencient, mais qui élargissent finalement notre vision du monde, parce qu'apprendre de l'autre, c'est aussi élargir ses perspectives sur le monde. Et, pouvoir, ça démultiplie, moi je trouve, la vision qu'on peut avoir du monde. Au lieu d'avoir un monde comme ça, on a tout à coup quelque chose qui s'élargit. Tu peux nous dire un mot clair sur le sujet. Oui, moi je suis totalement d'accord avec elle. Je pense qu'au contraire, plus les cultures peuvent paraître lointaines, plus quand elles se rencontrent, ça crée des étincelles, parce que justement, ça s'enrichit, ça devient plus profond. Et voilà, moi je pense aussi que c'est une belle manière de voir les choses, et c'est celle de... En tout cas, elle y est présente, cette vision dans ton roman. Et en plus du roman, donc, qui est ton deuxième roman, puisque tu as déjà publié un premier roman qui s'appelle « Ceci est mon sexe » aux éditions Hugo Roman, mais tu es aussi scénariste et tu as eu le Grand Prix Sopadin du meilleur scénariste. Alors, c'est quoi ce prix? C'était quoi ce scénario? Alors, donc, c'est un prix que j'ai reçu en effet en novembre. C'est un prix qui est assez prestigieux parce qu'il a vraiment un très bel impact derrière, qui est organisé par Philippe Ménial et Barbara Vassiliev. Et donc, moi, mon scénario, c'est l'histoire de la femme d'Oscar Wilde. Voilà, donc grand poète, surtout connu pour son homosexualité. Dans le bouquin. Oui, bien sûr. Qui est mort dans la misère à Paris. Et donc, très peu de gens savent qu'il avait une femme et 2 enfants. Et moi, j'ai voulu raconter son histoire à travers le prisme et l'angle de sa femme et comment elle a vécu finalement ce qui leur est arrivé. C'est bien vu. Et comment elle s'est émancipée aussi à travers cette histoire. Est-ce que l'écriture du scénario t'a aidé à écrire donc ces romans? Moi, je pense que toute écriture m'a appris à écrire, en fait. C'est-à-dire que ce soit les poèmes que j'ai écrits, les petites nouvelles, les sketchs pour le théâtre, pour le café-théâtre. Je pense qu'à chaque fois qu'on écrit, pour moi, c'est un artisanat quand même aussi. Bien sûr. Et ce qui est génial avec ces métiers-là, c'est que plus on fait, plus on sait faire. Et plus en fait, on ne peut que progresser, à mon sens. Donc oui, bien sûr, le scénario m'a aidé à écrire mes romans. Après, moi, c'est vrai que j'ai retrouvé aussi une liberté et une manière de retrouver ma plume à travers l'écriture littéraire, parce que le format du scénario a beaucoup plus de contraintes, particulièrement dès qu'on travaille pour la télévision, mais même pour le cinéma, parce qu'il y a tout un budget derrière à gérer qu'il n'y a pas dans le roman, où il y a quand même une liberté totale. Voilà, donc c'est l'avantage du roman. L'écrivain, le romancier, est assez libre. Très bien, je reviens à Cécile. Alors, est-ce que tu peux nous dire un mot sur la plume de Pan alors? Oui, alors la Plume de Pan, c'est une association que j'ai créée en 2009, donc autour du livre audio. En fait, c'était parti du constat, on parlait tout à l'heure de l'envie de lire des enfants, et j'avais un garçon qui n'aimait pas la lecture silencieuse, mais par contre qui avait un grand plaisir à écouter des livres. Et il se trouve qu'en France, la lecture à voix haute et le livre audio en général n'est pas encore très connu ou reconnu, contrairement à d'autres pays voisins et anglo-saxons.
Donc je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à imaginer pour faire découvrir cette forme d'accès voilà, à la lecture. D'où la création de cette D'où la création de cette association. Qui donne un prix, c'est ça? Voilà, on remet un prix annuellement au Centre national du livre. On a aujourd'hui une 60aine d'éditeurs francophones qui participent, adultes et jeunesse. Et puis on organise un festival du livre audio à Strasbourg cette fois. Chaque année en mai. Chaque année, il est organisé donc à Strasbourg. Voilà, c'est ça. Au mois de mai, c'est ça? C'est ça. Et donc vous êtes un peu aidé par, entre autres, le CNL ou bien Alors le Centre national du livre, mais on a la chance en Alsace d'avoir des partenaires publics très sensibles à la question de la culture, puisqu'on en parlait tout à l'heure, la place de la culture aujourd'hui, et qui du coup nous accompagnent et pour le festival, mais aussi pour des actions qu'on mène auprès des lycéens autour de la lecture à voix haute, avec des rencontres avec et les auteurs et les comédiens, en espérant ces moments où tout à coup, on parlait tout à l'heure des lectures qui nous ont marquées. Ah, oui. C'est souvent au moment finalement de ces années. On reviendra tout à l'heure sur ces lectures. Oui. Mais toi, tu es très active et bravo, et tu es un peu partout. Tu étais il n'y a pas très longtemps à Bruxelles, c'est ça? Oui. Alors, qu'est-ce que tu as fait à Bruxelles alors? Alors, à Bruxelles, j'intervenais là sous une autre casquette. Oui, j'ai fait aussi de la formation et du conseil auprès des artistes-auteurs, enfin des acteurs de la chaîne de l'édition et des arts visuels. Et plus, oui, on n'est pas très éloigné de tout ça. Avec des réponses qu'on essaie d'apporter aux problématiques, on s'éloigne un peu du plaisir de la poésie, mais des problématiques du financement de la culture, mais qui est le nerf de la guerre pour que la création continue à vivre. Et donc, j'intervenais à Bruxelles sur la question du crowdfunding, voilà, qui est aujourd'hui une des pistes alternatives au financement bancaire ou à la baisse des subventions publiques. Et en tout cas, un outil où finalement… Est-ce que ce sont des rencontres qui arrivent à des résultats concrets, ou bien est-ce que c'est laborieux, ce genre de rencontres, ou bien les contacts permettent quand même d'arriver à quelque chose concrètement? Non, c'est plutôt intéressant parce que je pense que… on parlait tout à l'heure des artistes-auteurs, c'est des gens qui travaillent de façon assez isolée. Oui. Et à un moment donné, pouvoir se retrouver dans ce type de moments, se croiser, partager des expériences et puis avoir d'autres perspectives, parce que le crowdfunding, là, sur ce sujet-là, en est un. Ça leur permet de rebondir et d'avancer autrement derrière. Parce que c'est vrai que cette question de l'isolement d'un certain nombre de créateurs, c'est pas simple à vivre au quotidien. Et à Strasbourg, est-ce que les artistes en général se sentent un peu isolés? Je crois que c'est un peu le lot, oui, de l'artiste-auteur en général, de se sentir isolé. Maintenant, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'associations qui se créent et qui offrent des moments de rencontre. Mais je pense que là, on est tous auteurs autour de la table. Oui. La question d'à un moment donné, on se retrouve entre ces murs. Il y a l'histoire de la bulle, mais à un moment donné, il faut aussi savoir sortir de sa bulle et puis ne pas oublier qu'il y a des échanges et des choses à tisser avec l'extérieur. Parce que le risque aussi, même s'il faut cultiver son jardin intérieur, c'est aussi à un moment donné de ne cultiver que ça et d'oublier qu'il y a un monde qui se déploie autour de nous. Tout à fait. La vraie richesse et la nourriture vient justement de l'extérieur et de ces échanges. Tout à fait. C'est ça qui est l'engrais le plus beau. Bien sûr. Et donc, je reviens à ton roman, donc Baudelaire, Le Diable et moi, édition Robert Laffont. Et donc, Baudelaire, quand il revient, tu le fais revenir à Paris, tu lui fais écouter des musiciens, des poètes, des chanteurs à texte. Certains l'émerveillent un petit peu. Oui, alors… il aime bien Piaf, il aime bien… Voilà, il aime Piaf, il aime Brel, ça le touche en fait. Des créateurs qui sont un peu proches de sa poésie, voilà, n'est-ce pas? Exactement, qui avaient encore justement cet amour du verbe, je crois. Même s'il y avait la musique, c'était quand même des poètes bien sûr. Qui chantaient leurs poèmes, mais qui avaient cet amour du mot, de la rime. En fait, tu mets dans ton roman tous les créateurs que tu aimes vraiment, n'est-ce pas? Tu t'es défoulé un peu dans ce roman. Oui, c'est agréable à lire, mais tu t'es fait plaisir. Oui, moi j'ai un plaisir toujours énorme à écrire. C'est vraiment quelque chose on en parlait tout à l'heure aussi, de l'idée que c'était le plus beau des travails, parce qu'on n'a pas l'impression de travailler, parce qu'on a l'impression d'être comme des enfants qui explorent un jardin interdit. C'est vrai, et en épilogue, tu mets
petit texte de Barbara. Ah oui. Vivre, vivre avec tendresse, vivre et donner avec ivresse. Ouais, c'était enfin, c'était, oui, parce que Barbara est morte, c'était la chanteuse préférée de ma mère. Donc moi, vraiment, j'ai passé mon enfance à écouter Barbara, C'est Brel, vrai, à Brassens, écouter Barbara et Barbara, oui, particulièrement. Et je l'ai redécouverte, moi, adolescente après, justement. Je l'écoutais quand j'étais petite, comme ça, et donc ça faisait partie... ma mère même chantait ses chansons, tout ça, donc ça faisait vraiment partie de ma culture. Et après, j'ai redécouvert et j'ai compris ses textes aussi, alors que j'avais juste la mélodie, je pense. Ta maman qui vient d'Oran, Tout à fait, voilà, hein, qui est née et qui a vécu, à Oran. comme des millions de personnes, ce déchirement terrible. Voilà, qui est partie en 62 avec tant d'autres et qui a rejoint la France. Et qu'est-ce qu'elle te dit d'Oran? Qu'est-ce qu'elle t'a dit Ah, d'Oran mais alors? je crois qu'Oran, C'est une belle ville, Oran. Ah, mais c'est une ville qu'elle adorait, vraiment. Pour elle, c'était une ville merveilleuse, magnifique. En plus, elle avait 16 ans, donc forcément, c'est aussi un âge où la vie comme ça, sous le soleil, paraît magnifique. Donc elle est très attachée, bien sûr, émotionnellement à Bien cette sûr, ville à cette terre d'Afrique à du ses Nord. racines. M'as-tu dit, Voilà. elle est partie au Maroc, elle a retrouvé un petit peu de ses odeurs, de ses parfums, Voilà, de dans cette la ambiance nourriture, nord-africaine, de l'ambiance, de de cette tout lumière. ça, de cette lumière, de ces couleurs. Et oui, ça lui a fait... je pense que ça l'a bouleversée quand même, de retourner là-bas. Et elle a été juste à côté. Oui, c'est pas très très loin, même si Non. ce n'est pas vraiment pareil, Non, mais bien sûr. c'est déjà ça. Et Cécile, alors, votre papa, ton papa, et qu'est-ce qu'il te disait, qu'est-ce qu'il te dit du monde berbère qu'il a connu alors? Qu'est-ce qui le marque le plus, s'il t'a raconté cela? Ben, je ne sais pas s'il m'a parlé spécifiquement du monde berbère, mais ce Et qui est il t'a- sûr, c'est qu'il avait une attache très forte Pour ce pays, pour ce pays. le Maroc. Et à tel point que, juste pour l'anecdote, professionnellement, il avait un commerce. Oui. Et son grand bonheur, c'était de pouvoir avoir des clients qui viennent de cette région-là pour échanger en arabe et partager Ah bah des oui, souvenirs. pour retrouver les... Mais c'est ça, retrouver en fait ces moments d'enfance. Enfin, la notion de pays de cœur, je crois que c'est vraiment quelque chose qui nous poursuit, enfin, qui reste... c'est ce que tu disais tout à l'heure avec ta maman à Oran, qui reste quelque chose de présent, avec tout ce que la mémoire peut sublimer Exactement. de ces moments qui étaient Voilà. un peu particuliers. Oui, Et avec mais ces fameuses lumières en plus, je pense, du sud qui rendent... Ce soleil. les Voilà. lumières sont très différentes, Oui, effectivement. c'est Les ça. lumières sont très différentes. Et c'est l'endroit idéal aussi pour beaucoup de peintres. Ah Oui. oui, bien Les sûr. peintres, c'est le paradis pour eux. Ah Hein, oui. et on a de J'imagine. très beaux, n'est-ce pas? Ouais, On a de c'est très vrai. beaux tableaux hein, de cette région du monde. Et toi, Cécile Paluzinski, est-ce que tu es partie au Maroc alors? Ah oui, C'est c'était vrai un passage obligé avec Un lui. passage obligé. Alors raconte-nous, Ben, je comment crois- est-ce que tu es partie et comment tu as vécu alors ce voyage? Alors par contre, ce qui est drôle, c'est que donc il était à Oujda. Oui, Et le voyage à Oujda, je l'ai fait après son décès. C'était un peu comme paix à si je son âme. retournais vers son enfance et vers ce qu'il avait pu raconter de cette époque-là. Avec lui, je suis allée au Maroc, mais dans d'autres coins du Maroc. oui, mais ça s'est bien passé. Je veux dire, Ah, mais moi- il y a des choses qui t'ont marqué. Est-ce que c'est les gens, par exemple? Est-ce que c'est... Bah, les Marocains sont extrêmement sympathiques. Je ne peux pas C'est comparer avec leurs voisins algériens parce que je n'ai pas eu le plaisir d'y aller, mais c'est quand même un pays extrêmement accueillant. Non, Et non, puis- ils sont puis beaucoup quand on plus accueillants parle- que les Algériens. hein. Ça, je peux te le dire. Ça, c'est vrai. Puis Oui. je crois qu'on a eu la chance aussi d'y aller avec lui, avec la langue, on en parlait tout à l'heure du langage et de la langue, Oui. mais le fait de ne pas parler la même langue, ça peut parfois être un obstacle, En même Maroc, si il y au a Maroc, beaucoup de langues. beaucoup hein. de Il y gens a- parlent il y a- français. il y a le berbère qui est Voilà. en réalité majoritaire, Oui. qui est reconnu juste il y a un moment. Oui. Le berbère est devenu langue officielle en Oui. 2011 au Maroc, mais avant il a été réprimé. Il y a l'arabe aussi, mais Oui. les Marocains en général parlent les deux langues. Oui, Ah, mais Voilà. j'ai eu Oui, l'occasion il n'y a pas oui, Claire. longtemps de voir d'ailleurs du berbère écrit. Oui, mais le C'est berbère magnifique. s'écrit, bien sûr. C'est un alphabet. Les Marocains ont choisi l'alphabet Téfinar, donc c'est l'alphabet ancien des Berbères qui est utilisé jusqu'à aujourd'hui par les Touaregs. Ah, Et d'accord. il faut savoir que le Une berbère est écriture une langue incroyable. très ancienne, hein, Bien sûr. qui a au moins plus de 4000 ans d'existence. Ce qui est Impressionnant. énorme. Ouais. Mais en général, la langue berbère, la culture berbère ne sont pas très connues en France. Est-ce que tu penses que c'est vrai ou pas, Claire Barret?
Quelle est ta perception de cette Quelle est ma culture, par exemple? perception Tu avais dit que tu avais une copine à toi qui Oui, était j'ai à... une amie. Tu peux la saluer en plus. Donc je peux peut-être la saluer. C'est la mère de Sabrina. Oui. Sabrina qui est vraiment une très chère amie à moi. Et donc sa maman, je sais, regarde cette chaîne et est très attachée à cette culture. Et donc c'est vrai qu'à travers justement mes discussions avec Sabrina, c'est elle qui m'a montré cet alphabet. Elle m'a intéressée à cette culture. Elle m'a montré aussi des livres. Et pour elle, c'est un attachement très profond. Même si Sabrina, pour le coup, est née en France, elle a encore un attachement. Elle a gardé des attaches avec cette culture. Oui, tout à fait, à travers juste sa mère, à travers sa famille, à travers aussi des récits. Et puis elle a été. Je dis, la présence berbère est assez importante. Hein, si l'on pense par exemple que l'un des pères de la chrétienté, Saint Augustin, est berbère. Oh, je l'ignorais. Moi aussi. C'est vrai? Ah oui, Ah oui. oui. Eh bien, Ah Saint Augustin est berbère. Génial. C'est Ah, le ça, berbère le plus connu à travers les quatre oui. coins du monde. C'est Oui. incroyable. Mais c'est toute une histoire. Les berbères ont été chrétiens bien avant les Européens. Ils ont été juifs avant, ils sont devenus musulmans. Mais c'est toute une histoire. C'est une synthèse de finalement toutes Et ces moi- religions. Et il me semblait qu'il y avait peut-être une part un peu, pas forcément d'animisme, mais Oui, de. nous avons été païens Voilà, aussi, oui. avant d'être juifs, oui, Mm. de religion. Et hein. avec des petites choses qui restent parfois. peut-être. Oui, ça reste dans la culture populaire, bien sûr. Ben, je ne vais pas m'attarder sur le monde berbère, C'est ce n'est pas passionnant en le même sujet. Hein. Mais je voudrais revenir, parce que je disais tout à l'heure, on allait revenir sur les influences d'écriture, sur les poètes, les romanciers. Je commence par toi, Claire Barrier, qui t'ont influencé, que tu as aimé. Alors, moi, il y en a tellement, ça serait compliqué de Oui, les mais citer tu vas nous tous. dire- Bien oh, non, sûr, il y a, tu il y a- ne il y a pourras pas ceux- les citer tous. Non. il y a ceux dont je parle, les poètes qui, moi, vraiment m'ont ouvert, j'ai l'impression, un Bien nouveau sûr, bah, monde c'est à Baudelaire, d'accord. l'adolescence. Bon. Et Roger Gilbert-Lecomte et René Daumal. Et Victor Hugo, parce qu'un des premiers poèmes qui m'avait marqué, c'était un Oui, poème tu en parles. de oui. Victor Hugo qui s'appelait J'aime l'araignée et j'aime l'ortie, et où tout d'un coup c'était plus un joli poème comme ceux on apprenait en classe, c'était un poème dérangeant, obscur, et tout d'un coup ça m'a ouvert des Et portes ce qu'il y a de bien, intéressantes. je ne l'ai pas dit dans ton roman, c'est qu'il y a aussi des extraits de poèmes. Oui. Et tu donnes les références à la fin. Oui, bien sûr. C'est bien aussi. Oui, bah c'est pour donner envie en fait aux gens de se replonger dans cet art qui peut paraître poussiéreux à notre époque et qui pour moi est totalement vivant et vibrant de vie et peut justement, quand on parlait de transmission de la culture à transmettre aussi à la jeunesse, j'ai l'impression que l'expression c'est quelque chose de fondamental et d'éveiller en eux la curiosité. Et la curiosité de lire, d'apprendre, mais pourquoi pas aussi de danser, de s'exprimer Bien sûr. à travers bien sûr. quel que soit l'art. À un moment donné, tu parles d'Henri Michaud. Ah oui, bah alors ça c'est une référence plutôt à mon père qui nous récitait des poèmes C'est complets vrai d'Henri Michaud quand on était petit, avec une voix tonitruante, et on trouvait ça fascinant. Et voilà, donc ça c'est pareil, c'est des petits hommages. Mais tu ne parles pas de René Char. Ah non, qui que est je un connais grand moins. poète, Je le René connais Char. moins. Ouais. Pour moi, c'est le plus grand poète de langue française de tous bah les alors temps. Je vais me replonger Bon, dans son œuvre. on en parlera alors. On en Tu parlera. écriras un autre roman alors sur lui, hein, Très d'accord? Et toi, Cécile, alors, la même question, je veux dire, les romanciers, les écrivains, les poètes que tu as aimés. Je vais Que être tu un aimes. peu redondante aussi. Ben, Je vais citer déjà à peu près les mêmes. Victor Hugo, moi, c'est une œuvre aussi que j'adore. On parlait tout à l'heure de poèmes qui ont marqué, et c'est drôle parce que j'ai ma fille qui a la même passion pour le même poème qui est Sur ta tombe, enfin, qui moi m'a vraiment C'est marqué. vrai Ouais, oui, c'est oui. incroyable. C'est un très poème qui bien. m'a beaucoup touchée. Après, on doit avoir des affinités parce que Oscar Wilde, dont tu parlais tout à l'heure, moi, c'est aussi voilà, un Oui. auteur que j'adore. Poe également. La littérature russe, j'ai adoré Ah à là là. l'époque. Ça a construit toute une Dostoïevski. période. Oui, je crois que Dostoïevski. je sais plus. Je devais être lycéenne à peu près. Je me souviens Tchekhov. plus. Mais je sais que j'ai été embarquée Ah toute ouais. cette période-là par Moi cette littérature. Et J'ai puis- même appris le russe. C'est à un vrai moment de ma vie. Ouais, parce oui, que oui. c'était pour cette littérature. Tu l'as fait pour Ah, lire je- les auteurs russes dans oui, leur bah, langue malheureusement, originelle? je n'ai pas forcément été jusque-là, à part lire des extraits. Mais c'est vrai que j'ai eu un coup de foudre aussi, comme ça, pour la littérature russe. Mais c'est une démarche très intéressante. Moi, j'aime beaucoup Dostoïevski, mais un jour, j'ai discuté avec une dame russe qui connaît très bien la littérature russe. Elle m'a dit, ce que tu as lu de Dostoïevski, traduit en français, c'est rien du tout.
Je ne sais pas si elle a raison. Effectivement, on a tenté de retraduire Il y a régulièrement, Dostoïevski. c'est vrai. Parce que les traductions ne sont pas toujours réussies, n'est-ce pas? Il y en a quand même qui sont Oui. très belles. Oui. En tout cas, qui donnent ce souffle et qui donnent cette espèce de folie et puis de passion. C'est peut-être pour ça qu'on adore ça aussi, Oui. finalement, l'adolescence. Ah oui, hein, exactement. c'est, Les moments où on est tellement exalté, on a Voilà, tellement envie de c'est ça. vivre. L'adolescence, pour toi, Et- Cécile Paluzinski, c'était une période de grande lecture? Ben, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu une période plus de grande lecture. J'ai l'impression que la lecture, elle a toujours été là, en fait. Mais réellement, enfin, Elle est toujours. Oui, elle l'est Tu as toujours. quand même du temps pour lire, même Alors, j'en ai aujourd'hui. un peu moins, malheureusement. Mais oui, je crois que depuis que je sais lire, j'ai plus jamais quitté un livre. Enfin, Il faut pas ça a été des Il voyages. faut pas quitter le livre. Voilà. Est-ce que le livre audio, est-ce que le livre, on va dire, Internet, comme on a maintenant l'habitude Oui. de le faire vendre, est-ce qu'il menace le livre traditionnel? Il y a des gens qui disent que le livre traditionnel finira par ne plus exister. Ah, moi, j'y crois pas du tout. Moi Autant, je suis pas du tout fermée et je suis pas dans l'opposition du livre papier et du livre numérique. Autant, je pense que c'est deux approches complémentaires qui n'ont rien à voir. On en parlait tout à l'heure. Oui. Je crois que quand on a un coup de cœur pour un livre aussi, il vit. On a envie éventuellement de l'annoter, de le corner. Enfin, on l'investit. Ça devient vraiment un objet C'est personnel, presque un intime. objet vivant, je Mais dirais, c'est ça. n'est-ce J'ai pas? sensoriel aussi. Voilà. Oui. Le poids, l'odeur, la Exactement. couleur. Tu rends hommage aussi à l'écriture en général, au livre, dans ton roman Baudelaire, Le diable et moi. Et toi aussi, le livre, Ah ça a oui. toujours été un ami pour toi? Ah, mais moi, depuis l'enfance, ça a vraiment été mon premier amour, la littérature, je crois. Et je continue à la découvrir encore et à lire aussi. On a parlé beaucoup d'auteurs classiques, mais il y a aussi beaucoup d'auteurs contemporains que Bien j'aime. sûr, bien sûr. Lesquels Et- alors? Eh ben, tu nous as pas dit les auteurs Alors, je ne sais contemporains. alors. pas, Chuck Palahniuk, Un ou deux. Oui, Michael le Turc. Cunningham, que Oui. j'adore, Haruki Murakami, Ryu Ah oui, Murakami. le japonais, extraordinaire, oui. Et voilà, enfin, c'est toujours difficile de donner des listes comme ça, mais Oui, on mais peut il y a pas. des Bien magnifiques sûr, on écritures oublie, bien sûr. On qui oublie des existent auteurs encore que- aujourd'hui et qui continuent, et c'est ça qui est magnifique. Oui, et toi, Puis il y a des Cécile? écritures, Oui. je trouve, qui passent le temps. Vian, Oui. je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais moi Ah, j'ai j'adore toujours Vian. beaucoup de bonheur à relire du Vian. Et quand je vois les adolescents maintenant, c'est pareil. Enfin, Ouais. ma fille qui a 14 ans aujourd'hui a le même plaisir que... Ça, je trouve ça aussi plutôt sympathique de Bien se sûr. dire que finalement on a des textes comme ça, Qui sont quelle que soit intemporels. l'écriture, qui passent le temps et qui continuent C'est à vrai. nous parler des années, Bah oui. Que des le années temps plus tard. n'abîme pas. N'abîment pas, Voilà. qui voilà. prennent pas de rides en fait. C'est magnifique et malheureusement on arrive au bout de notre voyage, au bout de notre émission. Peut-être qu'on a oublié quelque chose, Claire Barré, d'abord. Quoi Ou bien un dernier mot. Ah, je ne sais pas. Ah non, à part de te remercier et de remercier Cécile pour cette conversation. Eh bien, je t'en prie et je te dis bonne continuation. Merci beaucoup. Youssef. Cécile, alors, un dernier mot ou bien quelque chose qu'on a oublié? Je ne sais pas. J'étais ravie de partager ce moment-là avec vous, avec des passionnés en plus de poésie. Donc ça ne pouvait pas tomber mieux. Voilà. Eh ben, merci d'être venu à Berbère Télévision et je te dis aussi bonne continuation. Merci. Je t'en prie. Vous aussi, mes amis, je vous dis merci de nous avoir regardés. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir. yeah.